Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Président turc Recep Tayyip Erdogan, dont l'accord est obligatoire pour une entrée de la Suède dans l'Alliance, a mis une forte pression lundi. Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ensuite nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande, a déclaré Erdogan, alors que les négociations entre Ankara et l'UE sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de La mondialisation dangereuse, publié chez l'Artilleur. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les déclarations du président Erdogan concernant l'entrée de la Suède dans l'OTAN et la reprise des discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'UE ? Alors il y a beaucoup de bluffs, mais ce que l'on sait, c'est que même si lui-même l'a nié, l'entrée de la Suède dans l'OTAN, qui était bloquée par la Hongrie et par la Turquie, si elle est débloquée ces jours-ci, ce qui semble être le cas, eh bien on sait que depuis déjà 2021, c'est une négo, comme on dit, qui permettrait le déblocage de la vente des F-16 pour la modernisation de l'armée turque. Donc en fait, morale de l'histoire, c'est qu'Erdogan est un très bon négociateur. On le prend pour un rustre, un fanatique, un islamiste. Il est surtout un populiste pragmatique. C'est une nouvelle forme de populisme, c'est le populisme pragmatique extrêmement élastique. Il passe de l'islamisme au nationalisme, d'ennemi de la Syrie à l'ami, ennemi de l'Égypte à l'ami. Il change constamment, mais c'est pas juste retourner sa veste. Il sait être élastique et profiter du kairos, le mot de ses ennemis grecs, le moment juste, le moment opportun. Et là, il a fait encore une fois un parcours sans faute. Il a été réélu contre toute attente. Il obtient ce qu'il voulait et apparemment la modernisation de l'armée turque va être appuyée par les États-Unis. Je pense que les ventes des F-16 vont être débloquées. Pour ce qui concerne la candidature de la Turquie à l'Union européenne, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. La candidature de la Turquie à l'heure actuelle, aujourd'hui, à l'Union européenne a été retenue. Les négociations ont été ouvertes depuis 2005, mais les chapitres de l'acquis communautaire sont bloqués par la Turquie elle-même, qui ne veut pas s'adapter et insérer dans son droit et dans son système législatif le droit européen. Donc ça, c'est un blocage total qui est du fait de la Turquie, et ça ne se négocie pas en échange de l'OTAN. Biden lui-même l'a rappelé, et bien entendu, Olaf Scholz a été beaucoup plus clair que Luc Michel, qui lui a fait de la diplomatie et de la concession verbale, mais sans aucune conséquence. Justement, les USA ont toujours soutenu l'entrée de la Turquie dans l'UE. Sont-ils à la manœuvre ? Alors, ils ne sont plus trop à la manœuvre. C'était une constante, le soutien de la Turquie à l'UE. C'était une constante sous George Bush père, George Bush fils, Barack Obama, et ensuite, et même depuis Clinton, on peut dire, parce que ça date des années 90. La candidature turque a été formulée en 87. Elle a été bloquée par Helmut Kohl longtemps. Elle a été réouverte, d'ailleurs, comme par hasard, lors du 50e anniversaire de l'OTAN en 1999. Et elle a été effective, acceptée en 2004 et ouverture des négociations en 2005, avec constamment un double appui, assez étonnant, mais en fait pas tant que ça, américain et anglais. Les Anglais qui ne sont plus dans l'Union européenne, et c'était écrit déjà à l'époque, et les Américains qui n'ont jamais été membres de l'Union européenne. C'est assez stupéfiant de voir que c'est les anglo-saxons qui ont le plus poussé cela, et c'est l'Angleterre qui avait d'ailleurs présidé l'Union européenne au moment de l'ouverture des négociations avec la Turquie. C'est une constante parce que la Turquie, elle a un pouvoir de nuisance énorme. Elle a 50 ogives nucléaires américaines sur son sol, sur la base d'Imsirlik. Et donc elle a un pouvoir de nuisance qu'elle négocie très cher. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu empêcher l'ouverture des négociations, mais ce qui est paradoxal, avec un pays dont on sait depuis toujours qu'il ne remplit pas les conditions et qui pourra certainement jamais rentrer dans l'Union européenne, pour une raison très simple, il envahit un membre de l'Union européenne qui est Chypre. Et depuis 1974, c'est-à-dire que ça fait pratiquement 50 ans. Alors 74, c'était l'accord d'association, mais la première demande de la Turquie à l'adhésion, c'était 87. Ah non, je parlais de l'invasion de Chypre, c'est 74. Oui, absolument. Opération Attila, 74, sous les nationalistes kémalistes et extrême droite qui étaient au pouvoir en coalition à l'époque. Absolument, on ne parlait pas de la même date. La Suède, pas de souci, Alexandre Delval. La Suède, c'est un pays neutre. Quelle est sa réaction suite, on va dire, à l'accord donné par Erdogan, qui n'est pas franchement le pays le plus neutre et le plus glamour qui existe ?
Eh bien, en fait, c'est une victoire essentielle pour l'OTAN. Qui va pouvoir bloquer littéralement la Russie dans son nord. C'est la fameuse doctrine du cordon sanitaire. C'est une victoire extraordinaire pour l'OTAN. C'est un échec total, historique, géopolitique, terrible du point de vue russe, qui a toujours eu cette phobie de l'encerclement et du blocage des mers. Et c'est là que Poutine n'est pas un grand stratège, parce que voilà ce qu'il a obtenu, c'est que la mer Baltique devienne un lac atlantiste. Et pour la Suède, je ne sais pas à long terme si les Suédois vont regretter ou pas cette décision, mais il est certain que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a complètement rendu caduque et voire même délégitimé psychologiquement et moralement et politiquement les pays qui avaient encore qui étaient attachés à leur neutralité. On le voit en Suisse aussi, où la neutralité commence à être remise en cause. On parle maintenant de neutralité active, qui est en fait une perte de neutralité. C'est le grand échec des pays réellement neutres et non alignés au sein du camp occidental. Par contre, c'est la victoire des non alignés au niveau mondial. Mais au niveau occidental, être non aligné ou neutre aujourd'hui apparaît pratiquement comme une trahison. Et comme l'émotion est extrêmement importante, eh bien, le moment était opportun pour les Américains, les Anglais, les Polonais et pour l'OTAN pour faire plier les derniers pays qui étaient capables d'être neutres et qui donnaient à la Russie justement une plus grande profondeur stratégique. C'en est terminé pour le Nord. Ensuite, on verra ce qui se passera. Comment sera l'attitude des Turcs concernant le verrou sud, c'est-à-dire la mer Noire. Là, c'est une autre paire de manches. La mer Noire, c'est un enjeu stratégique puisque la Turquie peut bloquer la mer Noire par les deux détroits, le Bosphore et les Dardanelles, bien connus par ceux qui connaissent la Première Guerre mondiale, avec une bataille terrible, notamment celle des Dardanelles. Et la Russie a une de ses flottes, elle a 4 flottes de mémoire, qui est sur la mer Noire. Est-ce que ça ne risque pas, entre l'adhésion d'un pays neutre sur la Baltique, la Suède, la Turquie, qui peut bloquer maintenant la flotte russe de la mer Noire, est-ce que ça ne va pas faire monter, on va dire encore, la tension dans la géopolitique mondiale ? Moi, je pense que la déneutralisation de la Suède, l'adhésion de 2 pays du Nord à l'OTAN, la volonté dont un limitrophe de la Russie, qui est la Finlande. Absolument. Absolument. Ensuite, la volonté occidentale, légitime de son point de vue, de bloquer les Russes en mer Noire qui en ont fait leur mer, et la volonté de M. Erdogan depuis des années de faire le fameux canal d'Istanbul, c'est-à-dire un tracé qui permet à la Turquie d'échapper aux accords de Montreux qui l'obligent à laisser passer un certain nombre de navires. Tout cela est très problématique. Si la Turquie obtient ce qu'elle veut pour son intérêt national et la modernisation de son armée, et d'autres concessions comme par exemple un protectorat en Syrie où elle pourra faire une épuration ethnique qu'elle a déjà commencé et mettre les réfugiés syriens qu'elle a sur son sol dans le nord de la Syrie. Si elle obtient un certain nombre de concessions extrêmement importantes et bien sûr y compris à Chypre et une redistribution des frontières, une redéfinition des frontières maritimes et des zones économiques exclusives en Méditerranée orientale où la Turquie convoite le gaz et le pétrole offshore grec et chypriote, il est probable que la Turquie, comme elle l'a fait avec Bachar al-Assad jadis, trahisse, elle a déjà fait une petite trahison d'ailleurs récemment, trahisse son soi-disant allié russe. On l'a bien vu avec les combattants de Azov. Erdogan s'était personnellement engagé sur son honneur pour ne pas les renvoyer, leur permettre de regagner le territoire ukrainien. Donc en fait aujourd'hui c'est un double échec au nord et au sud pour Erdogan. Un échec avec la Turquie qui le trahit et un échec avec des pays neutres depuis 50 ans qui rejoignent l'OTAN. C'est un véritable cauchemar d'un point de vue russe. Ils obtiennent exactement tout ce qu'ils craignaient et l'inverse de ce qu'ils ont voulu faire lors de l'ultimatum de décembre, vous savez, 2021, lorsque Poutine avait exigé que l'OTAN se retire aux frontières de 97. C'est un échec total. Quel rôle y joue Erdogan dans la guerre en Ukraine ? Parce que vous êtes un éminent géopolitologue. Quel jeu joue-t-il ?
Il joue un jeu incroyable. Depuis le début du conflit, même depuis le milieu des années 2000, Erdogan, dans une logique pan-turquiste, soutient beaucoup les Tatars de Crimée, qui sont entre guillemets les autochtones, ou plutôt, il y en avait d'autres avant, mais avant que les Russes deviennent majoritaires, il y avait une présence turco-tatare. Ce sont des musulmans tatars, ethnie, donc membres des peuples turcophones. Erdogan, pour la politique intérieure et pour satisfaire ses nationalistes, il soutient beaucoup les Tatars de Crimée. Donc il soutient la Crimée, l'indépendance, l'autonomie de la Crimée au sein de l'Ukraine contre l'invasion turque. Il a condamné l'invasion turque. Il soutient régulièrement les Ukrainiens. Il a condamné l'invasion russe, lapsus. Il soutient énormément les Ukrainiens avec les drones, avec qui il a même donné des licences d'exploitation aux Ukrainiens pour fabriquer les drones turcs. Et en même temps, il est le premier pays, ex aequo avec la Géorgie et la Géorgie et l'Arménie. Il est l'un des pays qui contourne le mieux et le plus les sanctions avec plein de sociétés offshore. Donc c'est vraiment un grand écart total. Un double jeu, en fait, qui n'est même pas un double jeu parce que c'est tout à fait assumé. J'ai rencontré récemment l'ambassadeur de Turquie qui dit « Nous, on peut très bien soutenir l'effort de guerre ukrainien et la légitimité de l'Ukraine à retrouver ses frontières, mais pour nous, on n'est pas obligé de punir un pays avec des lois extraterritoriales ou leur imitation européenne qui consiste à faire des sanctions qui d'ailleurs n'ont jamais fonctionné, des sanctions ont toujours maintenu les dictateurs en place. Le point de vue turc, en plus, est assez habile. On aide les Ukrainiens, et beaucoup, on était même les premiers pratiquement à les aider bien avant d'autres, mais on n'a pas envie que ça nuise à notre économie. Nous, le gaz russe, on trouve que c'est très utile pour notre économie, et aussi le blé. Pourquoi on se ferait harakiri? On n'est pas des Européens. Et là, très souvent, Erdogan ironise, les Européens, c'est leur droit d'être suicidaires. Il a aussi ironisé sur l'Europe LGBTiste qui jamais ne pourra séduire le peuple turc. Quand il a été élu, il a dit « Nous, on ne sera jamais LGBTiste ». Il ironise très souvent sur l'Europe en voie de putréfaction, l'Europe molle, l'Europe faible, l'Europe lâche, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, son cynisme est assez payant et son double jeu est assez payant parce qu'il obtient des choses des Russes quand il menace de se rapprocher des Américains et il obtient des choses des Américains quand il les menace de se rapprocher des Russes. Et il obtient à chaque fois des deux côtés des concessions. C'est extraordinaire. On le voit en Syrie avec les Kurdes. Il a obtenu des deux côtés des concessions. Mais en vous entendant, vous parlez du nord de la Syrie, vous parlez des Tatars de Crimée. Alors la Crimée ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, mais un tout petit peu plus de 100 ans après la dissolution de l'Empire ottoman, c'était suite au traité, on a dissous l'Empire allemand, austro-hongrois et allemand avec les traités de Versailles, Sèvres et Trianon. Et est-ce que quelque part, il ne voudrait pas refaire l'Empire ottoman ? Alors en fait, il veut faire deux choses, vous avez raison de souligner. Les Tatars, c'était plutôt une logique pan-turquiste qui est en politique interne très présente en Turquie. On parle souvent des Tatars. Il y a des peuples turcophones d'Asie centrale. Et oui, et je montre à mes étudiants souvent une carte géopolitique turque extrêmement fascinante, mais en même temps inquiétante, qui dépeint dans le monde turcophone tous les pays turcophones, donc 6 pays turcophones, en comptant l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, la Turquie, Kazakhstan, etc., plus les Tatars de Crimée, les Tatars de Russie, qui sont quand même 15% de la population, c'est énorme, y compris les Ouïghours de Chine et d'autres peuples turciques en Irak, dans les Balkans, en Syrie. C'est un véritable double projet qui n'est pas que néo-ottoman, parce que les Ottomans, ils avaient surtout conquis des peuples européens et des peuples arabes, mais c'est aussi le projet cher à ceux qui ont fait le génocide arménien, c'est les jeunes Turcs qui avaient un projet pan-turquiste ou pan-touranien. Donc il y a deux grands mythes, il existe deux grands mythes impérialistes en Turquie. Le mythe pan-ottoman qui donne à la Turquie le rôle de contrôle des peuples musulmans d'Europe et du Proche-Orient. Et il y a le projet pan-turquiste qui lui est un projet presque racial, c'est les peuples turcophones et d'ethnie turque, soi-disant, même si en fait ce mot est un peu douteux parce que les Turcs d'aujourd'hui de Turquie n'ont rien à voir avec les Turcs qui venaient d'Asie. Mais ce double projet est le projet d'Erdogan, puisqu'Erdogan, il vient d'un parti islamiste nostalgique de l'Empire ottoman, mais qui est allié à l'extrême droite des Lougris, dont le parti s'appelle MHP, qui lui adhère au mythe du pan-turquisme racial et linguistique. Donc en fait, la Turquie est extrêmement elle est doublement impériale aujourd'hui et irrédentiste, et donc elle est un véritable casse-tête. Même les États-Unis en sont conscients.
Et pour une fois, peut-être que les États-Unis auront un rôle pacificateur parce qu'ils demandent aux Turcs aussi d'être un peu moins menaçants en Méditerranée et dans leur sud et moins irrédentistes en échange justement de débloquer des ventes d'armes américaines à la Turquie. Une dernière question pour une réponse courte. La France va livrer des scalps, des systèmes conventionnels à longue portée, oui, des missiles de croisière de longue portée, plus de 500 km à l'Ukraine. Est-ce qu'avec l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, on n'est pas vraiment en train d'assister à une montée de la tension ? Moi, je pense qu'on est déjà en guerre OTAN-Russie, je l'ai dit sur vos ondes. On peut le trouver positif ou négatif, mais je pense que c'est difficilement contestable quand on envoie des armes. Et plus que le budget de la défense français en moins d'un an, je parle juste la première année, l'équivalent du budget de la France a été envoyé à l'Ukraine et maintenant on l'a dépassé. Quand on envoie tant d'armes qui vont tuer objectivement des Russes, alors je dis pas faut plaindre les Russes, pas du tout, mais c'est objectif. Quand on envoie des armes pour tuer l'adversaire, ça ressemble quand même beaucoup à une entrée en guerre. Sauf qu'on ne le dit pas. Mais récemment, une ancienne chercheuse du secrétariat général de la Défense nationale, Anna Pouvreau, a écrit un article dans notre revue le dialogue.fr où elle montre qu'on nous prépare progressivement, pratiquement à une entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie. C'est ce que souhaitent les Polonais. Heureusement, les Américains freinent. Mais il y a des voix à l'intérieur même des pays de l'OTAN qui préparent, le voulant ou le subissant en tout cas, qui nous préparent à un affrontement direct OTAN-Russie, parce qu'à un moment la Russie va finir par déclarer la guerre à l'OTAN. Alors elle ne le fera peut-être pas parce qu'elle n'est pas en position de force, mais de facto, pour les Russes, l'OTAN a déjà déclaré la guerre à la Russie, et de leur point de vue, c'est difficilement niable. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de La mondialisation dangereuse chez l'Artilleur. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite ? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Vous avez bien reconnu Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, au micro de Frédéric Aziza sur Radio J. Et on se demande s'il n'y a pas un certain acharnement contre CNews ces derniers temps, puisqu'après Rima Abdul-Malak, qui avait mené une première charge contre CNews en février dernier, depuis le studio de France Inter, chaîne connue pour la totale diversité d'opinions au sein de sa rédaction, c'est au tour de Pape Ndiaye d'y aller avec l'extrême droite. La menace pour la démocratie ne manquait que les heures les plus noires de notre histoire. On n'est pas descendu aussi bas que Marine Tondelier, qui avait déclaré en mai dernier, je cite, « Ce n'est pas l'extrême droite, c'est néo-nazi. Leur idéologie a fait des millions de morts en Europe. Ce n'est pas juste ça le problème, c'est la conséquence de tout le reste. C'est la conséquence du fait que sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Toute la journée sur CNews, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité sur aucun plateau et personne ne leur dit rien. Vous avez bien lu, sur CNews, on laisse se développer l'idéologie néo-nazie. Vous appréciez le propos tout en mesure de Marine Tondelier. Alors pour débattre régulièrement sur CNews, je peux affirmer que j'ai toujours joui, comme sur Sud Radio, d'une totale liberté d'expression, que j'y ai croisé des gens avec qui j'étais rarement, voire jamais d'accord, ce qui ne nous empêche pas de nous apprécier. Pour la liberté d'opinion et le pluralisme, je conseille à Pape Ndiaye et Rima Abdul-Malak de regarder un peu ce qui se passe sur les chaînes de service public où le pluralisme va de la gauche à l'extrême gauche, en passant par le wokisme à tous les étages, le tout payé avec notre argent. Rappelons que la semaine dernière, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, osait déclarer, je cite, « On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire en mettant sous le tapis tout ce qui dérange la doxa, tandis que sur CNews ou sur Sud Radio, on parle de la France telle qu'elle est, parlons vrai, alors soutien total à CNews et à leurs équipes qui font, faut-il le rappeler, du très bon travail. » Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Judicaël Hirel, auteur d'un excellent livre. Un livre à lire cet été, Concorde rouge, dans la peau d'une victime d'agression, publié au Cherche Midi. Judicaël Hirel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ce livre, c'est votre histoire de victime d'agression, le 13 novembre 2017, à la station Concorde, parce que vous portez secours à une femme victime d'une agression sexuelle.
Oui, exactement. Oui, c'est un petit peu ce qui pourrait arriver à n'importe qui dans les transports en commun, n'importe quand, et notamment à Paris, parce que le métro parisien est le plus grand de France. Mais on imagine toujours que ça arrive aux autres ou que ça ne va pas arriver. Puis à un moment, vous rentrez dans cette réalité parallèle où vous devenez victime d'agression, en l'occurrence en défendant une jeune femme qui était elle-même victime d'une agression sexuelle. Votre agresseur est ivre et probablement drogué. Il arrive par derrière et personne ne vous porte secours. Non. D'ailleurs, personne n'a porté secours à cette jeune femme avant, quand il a commencé à s'en prendre à elle. Et après, la seule personne qui m'ait porté secours quand j'étais KO au sol, après que ce charmant jeune homme m'ait assommé, explosé la tempe et roué la tête de coups de pied, c'est la jeune femme que j'avais défendue quelques minutes avant. Mais à 19h30, finalement en pleine heure de pointe des transports en commun parisiens, quand les gens rentrent chez eux, c'est vrai que ça pose question sur le fait de regarder sans agir. Dans l'escalier, vous restez groggy, maculé de sang. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'est assez bizarre parce qu'en fait, vous vous réveillez. Le seul souvenir que j'ai de cette agression, vu que j'ai été mis KO directement par un grand coup de poing avec un grand coup de bouteille à la tempe, c'est que finalement c'est un peu comme dans les jeux vidéo, j'ai vu rouge et puis j'ai vu noir, comme quand on éteint l'écran et qu'on est mort dans un jeu vidéo. Donc quand je me suis réveillé, j'ai mis un moment à comprendre en fait ce qui m'était arrivé. Là je me dis, ah mais en fait, je me suis fait agresser, je me suis fait frapper, je viens de me réveiller. Et si je me réveillais pas, je serais même pas au courant que je suis mort. Ah oui, c'est à ce point. Ah oui, on réalise tout d'un coup que j'aurais été le dernier informé en quelque sorte. Et est-ce que l'effet de sidération, c'est ce que vous avez vécu ? Autour de moi, oui. Parce que effectivement, quand les gens voient une agression, ils sont habitués à voir de la violence au cinéma, à la télévision. Mais c'est du cinéma. Mais c'est du cinéma et on ne réalise pas que c'est vrai. C'est un peu comme une vitre de voiture en sucre, on la voit casser, on pense que c'est facile et on se fait mal quand on essaie. Donc là, la violence, quand on la voit en vrai, le cerveau met un petit moment à comprendre ce qui se passe, à dire mais ce que je vois là, c'est vrai en fait. C'est une vraie agression. Donc c'est cet effet de sidération qui fait qu'en général, les gens qui voient une agression, quelques secondes, ne bougent pas. Et après, ils décident ou non de réagir, mais c'est la peur qui peut prendre le dessus, ou c'est autre chose, et ils interviennent ou pas. Mais en tout cas, au début, le premier réflexe, c'est d'assister passivement, parce qu'on ne comprend pas que ce que l'on voit existe réellement. Et vous racontez votre transport en ambulance, et votre surprise que les gens qui vous portent secours sont toujours par deux. Oui, c'est assez bizarre. C'est assez amusant dans votre livre d'ailleurs. Oui. Bon, en fait, quand on se réveille et qu'on est bien KO, je ne sais pas comment font les boxeurs d'ailleurs pour survivre à ce genre de choses à répétition, vraiment le monde est très réduit autour de vous, vous êtes comme un enfant, vous voyez plus qu'à 1 mètre autour de vous. Moi je me rappelle que j'avais l'impression dans un tunnel de Hobbit, vous voyez, tout petit, dans le noir, un peu perdu. Et autour de moi, j'ai vu 2 agents de la RATP d'abord qui insistaient pour me demander mon nom et mon numéro de téléphone, c'est gentil à eux. Puis après j'ai vu 2 policiers qui, pareil, avaient des questions aux gens qui étaient autour de moi. Puis après j'ai vu arriver 2 pompiers qui m'ont emmené en fauteuil roulant jusqu'à une ambulance pour m'emmener aux urgences. Vous vous plaignez aussi des rues pavées dans l'ambulance. Est-ce que je devrais me plaindre des rues pavées? Parce que finalement, quand on est en ambulance avec le gyrophare, on peut rouler vite à Paris, ce qui n'est pas si courant que ça. Oui, mais les pompiers vous amènent donc aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. On est 2 ans avant le Covid. Oui. Parce que le Covid, c'est fin 2019, début 2020. Et c'est déjà, les urgences, une véritable cour des miracles que vous racontez dans votre livre. C'est incroyable. Surtout que vous êtes quand même très grièvement blessé. Oui, mais en fait, on s'en rend pas très compte que je suis très grièvement blessé parce que dans mon cas, j'avais le visage qui était éparpillé façon Pulse, comme on aurait dit chez Audiard. Oui. Mais c'était sous la peau. Dans les flingueurs. Voilà. Donc on avait l'impression que je m'étais juste fait casser le nez et puis voilà, que c'était pas dramatique. C'est pas comme une fracture ouverte ou autre. Bon, voilà, une personne de plus qui s'est bagarrée aux urgences, c'est pas la priorité des priorités. Mais quand j'y suis arrivé et vu les quelques heures que j'y ai passé à attendre avant de m'évanouir, pour être sincère, j'ai vraiment eu l'impression d'être aux portes des enfers, avec tous ces gens qui arrivent en permanence, des cas entièrement différents, ces médecins, ces infirmières qui passent leur temps à rehiérarchiser les urgences, à prioriser. Je me dis, mais c'est quand même dingue. On voit vraiment toute la misère humaine, toute la douleur, en un concentré dans une grande salle d'attente des urgences, et on n'imagine pas, tant qu'on n'y est pas, le boulot énorme que ça représente, avec parfois 3 bouts de ficelle pour travailler. Donc je suis très très admiratif de la médecine publique française, parce que c'est formidable ce qu'ils font. Mais on vous a expliqué, parce que géographiquement, la Concorde et Saint-Antoine, c'est pas le même coin. On pouvait pas vous amener dans un hôpital plus proche, où on vous aurait peut-être pris plus vite, ou dans une clinique même? Aucune idée. J'ai été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, rapide et efficace, et très efficace aussi pour vous empêcher de perdre connaissance en vous parlant tout au long du trajet. Oui. Mais à part ça, je sais pas pourquoi celui-ci, pourquoi un autre. Vous repartez le lendemain matin chez vous. Comment se passe votre retour? Un peu surréaliste, j'avoue, parce que finalement, je suis arrivé en début de soirée aux urgences. J'ai attendu toute la soirée d'être pris en charge, ce qui me choque pas parce que j'étais pas la priorité des priorités.
J'ai passé un scanner, on a étudié mon cas, on a commencé à bien s'occuper de moi quand j'ai commencé à raconter ce qui s'était passé. Je dois avouer que tout au long de mon parcours de victime, j'ai été choyé comme un bébé parce qu'à chaque fois je disais que j'avais été agressé pour avoir défendu une femme victime d'agression et ça touchait aussi bien le corps médical que les policiers, que tout le monde. Donc j'ai toujours été adorablement traité. Mais vers le matin, quand j'ai fini mes examens, je suis rentré chez moi en taxi tout simplement. Et c'est d'ailleurs la seule dépense que j'aurais eue pendant toutes mes aventures, c'est payer un taxi pour rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi à l'aube, un peu comme les gens qui rentrent de discothèque, sauf que moi c'était pas exactement le cas. Ouais. Mais au moins je voulais vraiment pas dormir à l'hôpital et continuer à rester. Je voulais rentrer chez moi et montrer à mes proches et à mon épouse que ça allait quand même pas si mal que ça. Ce qui est une vue d'esprit de ma part, mais au moins j'étais rentré. Vous vantez le système de santé français d'ailleurs dans votre livre. Oui, je regrette juste de pas savoir combien j'ai coûté à la collectivité. Parce que les heures d'opération, les hospitalisations, c'est quand même des sommes assez conséquentes. C'est des grands professionnels qui vous opèrent en chirurgie maxillofaciale, comme on appelle ça. Et je n'ai aucune trace de ce que ça a pu coûter à la communauté. Mais c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on paye des impôts. Un médecin légiste vous prescrit 90 jours d'ITT, l'interruption du temporaire de travail. C'est très lourd. C'est beaucoup. Ça veut dire que je suis passé, comme on me l'a expliqué aux urgences, à 2 coups de pied dans la tête du cimetière, pour être clair. Oui, un coup de pied de la mort. Je crois, 2 coups de pied de la mort. C'est un peu ça. Et quand je suis arrivé 2 jours après ou 3 jours après, je me souviens plus très bien, aux urgences maxillofaciales, le temps que tout ça dégonfle un petit peu, l'interne qui était là de permanence m'a clairement dit, s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Et c'est ça qui a frappé le médecin légiste aussi. Enfin, frappé, c'est peut-être pas le bon terme me concernant. Oui, parce que vous avez un médecin légiste, mais vous êtes bien là avec nous. Oui, voir un médecin légiste son vivant, c'est très bizarre. Mais heureusement, c'est possible. Et il m'a mis 90 jours d'ITT. Et après, j'ai appris que c'était beaucoup. Voilà, mais je ne connaissais pas cette norme auparavant. Je peux vous dire, c'est énorme. Vous souffrez de 14 fractures faciales. Ah oui, ce charmant jeune homme bourré et sans doute drogué ne m'a pas raté. Je crois qu'il voulait me tuer parce qu'il m'a éparpillé, comment dirais-je plutôt... émietter les os du visage à coups de pied. Donc j'avais le nez brisé, la mâchoire brisée en plusieurs endroits, des dents cassées, tout ce qu'on appelle ce qui est en dessous des yeux entièrement brisé aussi. Donc on m'a remis pour fixer tout ça une 50aine de petites plaques de titane sous la peau, la taille d'un ongle, qui tenaient les os en place pour que tout ça s'effondre pas. Vous racontez une anecdote où un interne met un doigt dans votre bouche et fait bouger tout votre visage. Oui, c'est quand on lit ça... Il avait beaucoup de chance parce que comme j'avais la mâchoire brisée, je pouvais pas lui mordre le doigt. Vous auriez fait... Mais ça m'a tenté. Ça m'a tenté. Mais j'étais content de servir d'exemple médical. Il a dit à ces 3 jeunes gens qui étaient là, regardez, vous verrez pas ça très souvent quand même, c'est incroyable. On appuie là, il y a tout le visage qui bouge, regardez bien. Bon, on se sent un petit peu au cirque quand même, mais bon, c'était pour faire la culture générale de futurs médecins, c'est pardonnable. Vous avez eu peur d'être défiguré ? Non, j'ai eu peur de perdre la vue. Oui. Parce que je suis journaliste. Vous risquez de perdre la vue ? Non, mais c'était ma hantise personnelle. Je crois qu'on a chacun ses peurs dans la vie. Oui. Et moi, comme mon travail, c'est principalement d'écrire, vu que je suis journaliste, perdre la vue, c'est la chose la plus horrible à mes yeux. Et il faut attendre que les chairs dégonflent pour vous opérer une très très longue opération. Oui, une bonne journée de vous la racontez d'ailleurs, oui, enfin pas le moment où vous êtes endormi, mais le réveil, je me rappelle etc. pas très bien. Oui. Je peux juste dire que c'est très efficace parce que j'ai même pas eu le temps de remercier l'équipe qui me prenait en charge à l'aube. Le temps que je veuille leur dire merci, je me suis endormi tellement les produits agissent vite. Oui. Je regrette un peu, j'ai pas pu les remercier de vive voix en tout cas. Mais vous les avez remerciés dans votre livre. Oui. Un excellent livre, Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression de Judy Kael-Hirel. On le retrouve dans quelques instants pour continuer à en parler parce qu'il parle de sa condition de victime, il parle de l'insécurité en France. Vous avez été victime d'agression, un ou une de vos proches a été victime d'agression. Vous avez aussi été passé par pertes et profits par les pouvoirs publics. Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et avec nous, Judy Kael-Hirel, journaliste, auteur de Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression, publié au Cherche Midi. On a relaté de votre agression, comme au début du livre, Judy Kael-Hirel. Dans le chapitre Un sentiment d'insécurité, vous mettez le doigt où ça fait mal. On commence par le déni du garde des Sceaux, surtout quand on voit les chiffres et leur évolution. Ils sont terrifiants, il n'y a pas d'autre mot. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte. En réalité, au quotidien, on va voir un fait divers qui va monter dans les médias de ci, de là, plus ou moins grave, plus ou moins traité. Puis après, on va passer à autre chose. Comme d'ailleurs la grand-mère et la petite fille l'autre jour à Bordeaux. On parle des victimes pendant 2-3 jours, on s'apitoie, et puis après, bon, l'un clou chasse l'autre et on les oublie. Sauf que les victimes, elles restent victimes à vie. Puis quand on commence à gratter un tout petit peu le vernis, on se rend compte qu'il n'y a pas une victime, il n'y a pas 2 victimes. Il y en a 150 000, 200 000 par an. Vous rajoutez les proches qui sont les dommages collatéraux, et vous vous rendez compte que ça concerne des centaines de milliers de personnes en France. Mais comme on est chacun dans
dans notre coin avec notre drame personnel, finalement, il n'y a pas cet effet de masse qui fait qu'on s'en soucie. Mais globalement, en France, on peut compter à peu près 350 agressions violentes par jour. Par jour, c'est colossal. Si on s'en inquiétait, si on en prenait conscience, peut-être qu'on s'en occuperait un peu plus. Je dis pas que j'ai la formule magique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'annoncer qu'il y a des victimes et dire il faut qu'on s'en occupe pour les éviter et après, une fois qu'on n'a pas pu l'éviter. Mais c'est énorme. Et vous êtes interviewé par France 2 pour passer dans le 20h sur les lieux de votre agression et le sujet n'est jamais diffusé sans qu'on vous donne aucune raison. Jamais. J'ai discuté c'était par Twitter à l'époque avec le jeune journaliste qui avait géré le dossier. On avait enregistré la chose, il était très sympathique. La prise de son, les images, in situ. On vous recontactera, on vous dira quand ça passe. Et puis au bout de quelques semaines, j'ai commencé à m'en inquiéter. Et puis c'est jamais passé. Et le garçon avait changé de boulot entre temps. Se fichait entièrement que ça passe pas, ce qui en tant que journaliste me choque parce qu'on va au bout des choses. Oui, quand on fait du boulot, on aime bien. Et puis on respecte les gens qu'on interviewe parce qu'on leur prend du temps aussi, donc c'est normal. Et finalement, il aura fallu que je sorte un livre et que je fasse un petit peu de bruit pour que France 2 ait la gentillesse de m'inviter. Et il y a beaucoup de médias qui vous ont invité pour votre livre ? Énormément, sauf le service public radiophonique. D'accord. Ce qui est moyennement étonnant. Justement, est-ce que le fait que ce soit pas diffusé sur France Télévisions, je citais Delphine Ernotte tout à l'heure, c'est pas parce qu'elle veut montrer le monde tel qu'elle aimerait qu'il soit, plutôt que tel qu'il est. Est-ce qu'il n'y a pas un déni ? Je prends un exemple, je crois que c'était sur le service public, Mathieu Kassovitz qui dit à la veuve du bus de Bayonne qui s'est fait tuer par des voyous, vous en rappelez, oui. Qui dit oui, je suis désolé, mais c'est un fait divers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une relativisation totale de la souffrance des victimes et le fait de dire cachez donc ces agressions que je ne saurais voir ? C'est exactement ça, j'ai l'impression que les victimes d'agression sont la poussière qu'on remet sous le tapis, mais le tapis commence à être assez épais vu la quantité de poussière qu'il y a. Et puis surtout, une victime, c'est pas sexy. Ni pour les politiques, ni pour les journalistes, parce qu'une victime, c'est un constat d'échec. Si on a été agressé, c'est qu'on n'a pas pu l'éviter, finalement. C'est pas la faute de la victime, même si les victimes se sentent souvent coupables d'avoir été agressées, c'est la faute de l'agresseur. Mais il n'y a pas une idéologie sur le sentiment d'insécurité en France ? Je pense qu'il y a une négation. On ne veut pas voir la réalité, parce que cette réalité supposerait de prendre des décisions, et on n'a pas envie de prendre ces décisions. Donc c'est une chaîne de causalité, les politiques veulent toujours vous dire que ça va bien. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est parce que j'avais l'impression qu'on ne parlait pas des victimes, voire même, soyons clairs, qu'on s'en foutait entièrement. Donc du coup, je me suis dit, à force d'entendre, ça m'a agacé, ces séquences de communication auxquelles on est soumis en tant que journaliste en permanence, avec les plans de com des politiques, tout va bien, une annonce par jour. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a jamais d'annonce sur les victimes. On ne parle pas des victimes de l'élection présidentielle, on n'en parle pas législative, on parle un peu municipal. Et finalement, il fallait disrupter un peu ça, faire un peu le grain de sable dans la machine pour leur dire, on existe. Pourtant, vous aviez porté secours à une femme. Ça aurait dû vous valoir qu'on vous tresse des lauriers, mais vous n'avez peut-être pas le bon profil. Vous étiez un mâle blanc de plus de 50 ans. C'était ça le problème pour le service public ? Peut-être, je sais pas, il faudrait leur poser la question. En tout cas, j'ai une mère dans ma ville qui a été très sympathique, qui m'a fait donner une décoration, ce qui a fait beaucoup plaisir à mes enfants, la médaille pour acte de courage et de dévouement, à laquelle je suis très attaché parce que généralement c'est les policiers, les pompiers, les gendarmes qui l'ont et ils mettent leur vie en danger pour l'avoir. Moi, j'ai fait quelque chose d'utile dans ma vie pendant 30 secondes, eux, ils font ça toute la journée, c'est un peu différent. Alors justement, vous plaignez, vous en avez parlé, vous l'avez effleuré, le débat du second tour de la présidentielle, 5 minutes en tout et pour tout pour parler de l'insécurité. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le sujet qu'on avait envie d'aborder. Donc c'est allé très très vite. Si on rapproche ça du nombre de victimes, on se dit, ça fait combien de millièmes de seconde par victime d'agression ? Je sais pas, mais c'est assez réduit. Mais vous parlez au début du livre de personnes mortes en portant secours à quelqu'un, un jeune adulte qui porte secours à sa copine, qui se fait piquer son portable, qui se fait tuer à Marseille, etc. Il fallait du courage pour faire ce que vous avez fait. Peut-être, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Du courage ou de l'inconscience ? Non, c'est parce qu'on ne réfléchit pas à l'inconscience. C'est faire des choses dangereuses sans y réfléchir, stupidement, on va dire. Le courage, je pense que c'est surtout de faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Donc, je ne me suis pas posé de questions, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ce type venait de mettre une énorme main aux fesses à cette jeune femme dans un couloir de métro. Il était ivre, il avait une bouteille de bière à la main, 1 litre de bière, pas 20 centilitres. Oui. Et il commençait à s'embrouiller. Pour moi, il était évident que dans les secondes qui allaient suivre, il allait la frapper. Donc, je n'allais quand même pas attendre que ce type la frappe pour intervenir, il est déjà de l'agresser. Donc, ça tombe sous le sens, mais je pense que ça devrait tomber sous le sens de tout le monde et qu'il appartient à chacun de penser à tous et que plus on est nombreux à intervenir, moins ceux qui interviennent se mettent en danger. Quand on est tout seul, c'est vrai, c'est plus dangereux. Votre plainte a été classée en 2 mois. On n'a même pas recherché votre agresseur qui a priori était russe.
On l'a un peu recherché parce que je suis allé au commissariat regarder le fichier. Vous savez, on regarde les images sur un écran. Je l'ai pas reconnu. Il a disparu du métro, il a filé dans la ville. On n'a pas les systèmes pour retrouver les gens après, pour les loger, comme on dit, pour les retrouver. Donc il était des pays de l'Est, en tout cas. Il avait un fort accent des pays de l'Est, russe ou ukrainien, je sais pas, mais vraiment le look de petit mafieux, vous savez, d'homme de main, très efficace et très violent, mais il faut pas vouloir discuter avec. Mais oui, c'est pas un sujet très sexy finalement de rechercher ce type de personne. Et puis au moment où c'est arrivé, où l'affaire a été classée, d'un point de vue policier, c'est pas non plus l'affaire la plus sexy, encore une fois, parce que il y a pas d'armes, il y a pas de coup de couteau, je suis pas mort. Est-ce que c'est moi? Je serais mort, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais étant vivant et plutôt en pas si mauvaise forme que ça, c'était pas le sujet du jour. Donc, je peux comprendre, vu le nombre de dossiers qu'il a traité toute l'année, la police fait son job. Hein. Mais est-ce que quelque part, ça nous met pas la puce à l'oreille en se disant qu'à Londres, ville qui est truffée de caméras de vidéosurveillance, c'est quand même une très bonne chose, parce que quand il y a eu les attentats de Londres de mémoire en juillet 2005, on a pu tracer les terroristes du début à la fin. Entièrement, c'est ce qui permet, comme on dit dans le langage policier, de loger des malfaiteurs. Mais c'est un arbitrage un peu compliqué à faire, qui plus est en France, patrie des droits de l'homme, sur les atteintes aux libertés individuelles par rapport à la sécurité. À quel moment est-ce que tout ça peut aussi être mal utilisé par un mauvais régime? Entre de bonnes mains et avec de bons sentiments, c'est bien. Entre de mauvaises mains, ça peut devenir dramatique. Comme les réseaux sociaux d'ailleurs, qui enregistrent beaucoup de choses sur nous. Et là, Londres est un bon exemple. Est-ce qu'on est capable à Paris, pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, de faire ça? Je sais pas. Est-ce qu'on le voudra politiquement? Je sais pas non plus. Et entre peine de prison non effectuée, classement sans suite, comme pour vous, OQTF non exécuté, je posais la question cash, parlons vrai, est-ce qu'on est en train de livrer la France à la violence? Alors en tout cas, le sentiment d'insécurité augmente, et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, les agressions sont là. Le constat est aussi que dès qu'on met des hommes en face, l'insécurité baisse. Quand la police augmente ses patrouilles, quand il y a plus d'hommes dans les rues ou sur les quais de métro, il y a moins d'agressions parce que ça décourage. C'est pas les caméras qui vont décourager. En revanche, la présence humaine, ça décourage quelques-uns déjà. Après, ce qui est vrai, c'est que l'impunité existe. Parce que mon agresseur, il a agressé une femme, il a failli me tuer en 5 minutes chrono. On l'a jamais retrouvé, il n'a pas été condamné. Et c'est un exemple parmi combien. Et c'est pareil comme ça tous les jours. Alors, on peut rajouter à ça ceux qui effectivement ne vont pas aller en prison parce qu'en dessous d'un an, on ne va plus en prison, il n'y a pas assez de place. Il y a pas en dessous de 2 ans régulièrement parce qu'il n'y a pas assez de place en prison, on met un bracelet électronique. Le cas de Bordeaux, il n'y a pas de place non plus en hôpital psychiatrique quand ce sont des personnes qui ont apparemment ne sont pas saines d'esprit ou que la drogue a abîmé. Elles ne devraient pas être dans la rue. Le meilleur des agresseurs, c'est celui qu'on ne croise pas finalement. Mais le type qui n'est pas mis en prison ou qui n'est pas interné, soyons clairs, évidemment, on peut retomber sur lui dans la rue et c'est au bout de X victimes qu'on va commencer à s'en soucier. C'est dommage. Judy Kehl, la justice est-elle laxiste avec les agresseurs? Je pense qu'il y a quand même un parti pris de certains juges qui est clairement politique. Vous savez, moi j'ai fait des études de droit à l'origine avant d'être journaliste, et je me rappelle de camarades de fac qui me disaient, moi je veux être magistrat, ils étaient d'extrême gauche, hein, soyons clairs, et je veux être magistrat pour changer la société de l'intérieur par mes jurisprudences. Ils sont tous devenus magistrats aujourd'hui. C'est la jurisprudence de Baudot, c'est ça? Oui, c'est l'entrisme en fait. C'est une vieille méthode trotskiste aussi. Vous rentrez dans les médias, dans la communication, dans la politique, dans la justice et vous changez les choses de l'intérieur selon vos idées. Vous ne voulez pas que le réel existe, vous voulez que le réel prenne la forme que vous voulez lui donner. Donc là, en l'occurrence, si on est contre la prison, contre les peines, contre l'autorité, eh bien on va, par ces décisions, faire exactement l'inverse. Quand vous voyez des sociologues, il y en a une sur Twitter, j'ai pas envie de la citer, elle travaille aux États-Unis, qui demande, elle a même écrit un livre, de supprimer la police. Vous avez envie de crier quoi? Au fou, à l'inconscience, ou là, c'est irrécupérable? Sans aller aussi loin, Elfid, il y a quelques jours, disait qu'il fallait que la police intervienne le moins possible, qu'elle soit le moins armée possible suite au drame de Naël. Il y a peut-être des justes milieux. On est toujours dans l'invective, dans les engueulades entre politiques de tous bords. Mais tout ça, j'ai l'impression d'assister à un vaste jeu de rôle grandeur nature, vous savez. Chacun remplit son rôle, chacun a ses phrases, comme une grille de bingo qu'on remplirait. Alors, insécurité, agression, instrumentalisation. Et puis une fois qu'on a fait le tour des mots, on passe à une autre affaire, on repart sur une autre séquence de com, et les victimes, elles restent victimes, elles, par contre. Votre colère, vous le dites, elle est chaque jour avec vous depuis le 13 décembre 2017. Ah, toujours. C'est même un très bon moteur, la colère, en fait. Si on la maîtrise bien et qu'on la contrôle bien, elle m'a aidé à écrire ce livre pour essayer de faire bouger 2-3 petites choses. Quand j'ai écrit ce livre, j'avais en tête des choses que je voulais voir changer pour les prochaines victimes et pour éviter quelques victimes. Si j'y arrive, je me dirais que ça aura servi à quelque chose. Une phrase parce que vous avez été décoré. Ça vous donne pas droit à pension, par contre, hein, vous n'avez pas le droit à de l'argent pour la médaille. Une phrase du préfet du Val-de-Marne vous révolte lorsqu'on vous décore. Je cite le préfet. Vous savez, d'habitude, personne n'intervient jamais. Oui, je crois que c'est ça et le nombre de femmes qui sont venues me raconter leurs mésaventures et leurs agressions et leurs peurs quotidiennes qui m'ont décidé à prendre la plume. Parce que c'est quand même incroyable quand on se dit, on est en 2023, tous les jours, des femmes autour de nous ont peur de prendre les transports, se font agresser.
et personne n'intervient. Et quand on vous décore, on était 2 civils décorés pour avoir protégé des femmes, tous les 2 d'ailleurs, au milieu d'une bonne centaine de policiers ce jour-là, et on se demandait un peu ce qu'on faisait là, et on se disait surtout qu'on n'était pas très très nombreux. Mais quand vous voyez que des légionnaires qui avaient porté secours il y a quelques années à une femme qui était agressée dans le métro ont été lourdement condamnés parce qu'ils avaient peut-être mis 1 ou 2 gifles de trop à l'agresseur, est-ce que c'est pas fait pour dissuader les gens de porter secours? Où on a vu encore plus près il y a quelques semaines des gens 3 cambrioleurs, la personne cambriolée arrive à immobiliser un des cambrioleurs, la police ou les gendarmes arrivent, il a été plus condamné que son cambrioleur pour séquestration. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Est-ce que la France, c'est pas open bar pour la délinquance et la criminalité? C'est surtout une américanisation des choses, j'ai l'impression, dans le côté judiciaire. Non, il y aurait une américanisation des choses, les gens seraient armés. Du côté avocat. C'est-à-dire que l'avocat va tout de suite, l'avocat de l'agresseur va attaquer celui qui s'est défendu en disant c'est scandaleux, il a usé d'une violence excessive, enfin, il a dépassé les règles de légitime défense, comme on dit. Et effectivement, à ce moment-là, le défenseur devient le coupable. Donc c'est vraiment, on marche à l'envers. Mais le drame, c'est qu'il y a des lois quand même qui assurent l'impunité, par exemple, qui assurent la sanction contre le cambriolé qui arrête son cambrioleur. Il faudrait abroger des lois comme ça. Et de même qu'il existe un article de loi qui permet à n'importe qui d'interpeller quelqu'un et l'amener au commissariat le plus proche. C'est pas illégal. On a vu le cas à Lorient récemment pendant les émeutes. Absolument. Il n'est pas illégal d'intervenir et d'arrêter quelqu'un et après de le confier aux forces de l'ordre. Judy Kael Hirel, Concorde rouge, un livre à lire absolument, dans la peau d'une victime d'agression. Vous voulez réagir? Vous voulez poser des questions à Judy Kael Hirel pour son vécu de victime, pour ce qu'il a ressenti dans ce jour-là, ce qu'il a ressenti et qu'il raconte dans ce livre, dans cet excellent livre. On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Judy Kael Hirel, journaliste pour son livre Concorde rouge, dans la peau d'une victime d'agression. Je rappelle pour ceux qui ont raté le début de l'émission que Judy Kael Hirel a failli mourir en portant secours à une femme victime d'une agression sexuelle dans le métro. C'était le 13 novembre 2017 et je vous dis franchement bravo pour votre courage. Les statistiques d'agression dans les transports en commun, vous les écrivez, elles sont effarantes, surtout pour les femmes, et en plus elles sont totalement sous-évaluées. Oui, parce que les statistiques, c'est fondé sur celles qui portent plainte. Donc effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il faut imaginer toutes les personnes qui ne portent pas plainte parce qu'elles se disent soit que ça va une perte de temps, soit que de toute façon on ne trouvera pas la personne, donc on laisse tomber. Donc déjà, les statistiques sont sous-évaluées, la réalité est pire. Et après, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que quand une femme a peur de prendre les transports en commun, et pas seulement à Paris, de façon générale, les bus, les métros, les tramways, les RER, elle a raison d'avoir peur. C'est pas une vue d'esprit. Encore une fois, on n'est pas dans un sentiment d'insécurité. Les femmes sont largement en première ligne de l'insécurité de nos jours. Ça doit être, si je prends le métro parisien de tête, 94% des agressions sexuelles. Évidemment, les victimes sont des femmes et les agresseurs sont des hommes. Oui. Ça tombe sous le sens, malheureusement. 70% à peu près des agressions violentes, c'est les femmes. Donc à chaque fois, elles sont en première ligne. Et dans les agressions violentes, il y a de plus en plus de mineurs. Il faut imaginer une jeune fille qui prend le métro, une étudiante, une lycéenne, qui va se faire agresser. Et toute sa vie, elle va s'en rappeler derrière. Et ça, c'est sidérant. Et en 2023, ça me paraît absolument inacceptable que ça ne soit pas, excusez-moi du terme, mais une cause nationale. Le fait que nos filles, nos femmes, nos compagnes n'aient pas peur d'aller au travail et de revenir du travail. Ça devrait être une priorité évidente du quotidien et j'ai l'impression que, globalement, tout le monde s'en fiche. Vous parlez du silence des féministes. Elles ont piscine ? Parce que quand on voit le nombre de femmes agressées dans votre livre, moi je m'attendrais à entendre les féministes qui pleurent sur l'écriture inclusive ou les Barbies non genrées, qu'elles parlent de ce que vivent les femmes tous les jours dans les transports en commun, non ? Non, je pense pas qu'elles ont piscine, elles ont barbecue. Elle est très bonne. La parole des femmes, c'est très bon. La parole des femmes proches de vous s'est libérée suite à votre agression. Racontez-nous. Quand je suis revenu de ma convalescence, effectivement, aussi bien des collègues que des amis, que des voisines, que des personnes que parfois je connaissais depuis 25 ans, sont venus me parler parce que, ayant été agressé en défendant une femme, je ne sais pas si j'avais changé de camp par rapport à l'agresseur potentiel que peut être un homme, mais tout d'un coup, on pouvait me parler de ça, parce que c'est des sujets peut-être dont on ne parle pas avec son conjoint, avec sa famille, et je suis horrifié du nombre de femmes qui m'ont raconté leur agression sexuelle, leur peur, et leur stratégie pour éviter de se retrouver en face d'un agresseur. Donc ne pas mettre de talons dans le métro, ne pas prendre le train à telle heure. S'il y a des types dans la rue à cet endroit-là, prendre l'autre rue. Ou carrément prendre à Paris le vélo, voire la voiture, ce qui est très courageux, pour se déplacer, pour ne pas prendre les transports en commun. Et je n'avais jamais imaginé que dans la charge mentale féminine au quotidien, il y avait cette
surcouche, on va dire, de défense contre une insécurité potentielle, un agresseur potentiel. C'est qu'est-ce que je vais faire pour éviter de me retrouver en situation de me faire agresser. Et vous dites, les femmes qui vous sont proches, dont la parole s'est libérée, vous en avez jamais parlé, et il y a tout type d'agression, ça va de la main aux fesses au sac à main arraché, ça va de l'agression verbale à l'agression physique, en passant par l'agression sexuelle. On se dit, les transports, c'est devenu vraiment le Bronx il y a quelques années, avant la tolérance zéro. Je pense qu'il y a quand même une augmentation du nombre de personnes qui traînent, qui sont foncièrement dangereuses et qui n'ont rien à faire là. Ce qui me pose une vraie question, parce que notamment pour les transports en commun parisiens, on paye un billet pour y être, on paye un billet pour y entrer, et normalement, en face de ça, on a une sorte d'obligation de service, on doit avoir un métro ou un train qui arrive à l'heure à la bonne destination. On sait bien la régularité, c'est formidable, parce que quand ça marche pas, on est les premiers à grogner. Mais il n'y a pas que ça, je pense que la responsabilité d'une régie de transport, c'est de faire que ces usagers arrivent sains et saufs d'un point A à un point B. Et là, on a un peu plus de problèmes. Justement, vous parlez de la RATP qui se moque royalement des victimes sur son réseau, puisque vous n'avez jamais eu de nouvelles de sa part, à part les 2 personnes qui vous ont porté secours le 13 novembre 2017. Vous n'avez jamais eu un coup de téléphone, ils n'ont jamais pris de nouvelles de votre part, alors que vous aviez failli mourir chez eux, donc, à mon avis, sous leur responsabilité. C'est là où c'est magique de faire un livre, parce qu'évidemment, dès que le livre est sorti et que j'ai un petit peu grogné dans les médias, tout d'un coup, on m'a appelé pour que je rencontre monsieur Jean Castex, qui aujourd'hui dirige la RATP, oui, avec qui j'ai passé plusieurs heures à discuter. C'était vraiment intéressant. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait son travail et qui le faisait bien, avec un très bon accent du sud-ouest en plus. Oui. Et du sud-centre. Hein, du sud-centre. Ouais. Oui, vous avez raison. C'est plus tout à fait le sud-ouest. Je veux pas rallumer des guerres. Je défends certaines chapelles. Mais le pire, c'est que vous avez raison. Et il aura fallu quand même que j'attende de toutes ces années pour qu'un responsable de la RATP, en l'occurrence le président, me présente des excuses pour le fait de ne jamais avoir eu de nouvelles. Et on m'a confirmé qu'on ne rappelle pas les victimes d'agression. Les victimes d'agression sexuelle, il y a des choses qui ont été mises en place, sexuelles et sexistes, il y a des services qui les accompagnent de plus en plus et on les rappelle pour prendre soin d'elles. Les victimes d'agression, maintenant, il va falloir mettre en place des choses pour les rappeler selon la gravité de l'agression, leur demander si ça va, leur demander si elles veulent un psy, leur demander si elles veulent porter plainte. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est complètement fou parce que j'ai appris en lisant votre livre que les vidéos des agressions sont effacées automatiquement tous les 3 jours. Donc si vous êtes hospitalisé ou dans le coma parce que vous avez pris un mauvais coup, ben c'est effacé et plus de preuves contre l'agresseur ou les agresseurs. C'est la vieille histoire des Anglais du Stade de France. Où tout le monde, c'est exactement la même chose. En fait, les vidéos, techniquement et juridiquement parlant, je crois qu'on peut les garder 1 mois. Techniquement, en revanche, il faut avoir la capacité de stockage de ces vidéos. Après tout, c'est du digital, donc c'est juste une question d'argent, soyons clairs. Clair. À l'heure de Netflix et du streaming, je pense qu'on peut classer des vidéos et les garder et les indexer quand on perd une agression. Après, combien de gens ne pourront pas avoir des preuves parce que les vidéos ont été détruites, c'est dur à mesurer. Mais effectivement, elles ne sont gardées que 2 ou 3 jours, d'une part, et d'autre part, pour être sincère, la qualité, elle est pitoyable. Donc moi, j'ai vu les vidéos de mon agression longtemps après, parce qu'il faut quand même avoir envie de se faire taper dessus, c'est pas très agréable. Oui. La qualité est pitoyable. On voit un type avec une capuche filmé de haut, flou, avec du grain, vous voyez, en noir et blanc, et le moindre smartphone fait 10 000 fois mieux aujourd'hui. C'est pas comme les vidéos à Londres lors des attentats en 2005, il y a près de 20 ans, où on voyait leur visage, etc. Ou dans certaines villes d'ailleurs, qu'on a très bonnes vidéos. Dans certaines villes, oui. Vous regrettez de ne pas avoir fait de procès à la RATP ? Non, parce que quand on est victime, à un moment, je pense qu'on a envie d'avancer. Mais moi, je préférais embêter les RATP en leur faisant changer des choses, en faisant ce genre de choses, c'est-à-dire un livre, plutôt que de faire un procès pour gagner de l'argent. C'est pas le but. Jean Castex, il vous a dit qu'il allait prendre des mesures pour mieux protéger les usagers du métro et ne pas effacer les bandes. Il vous a dit des choses intéressantes. On a la chance d'approcher de la Coupe du Monde du rugby, tant mieux d'ailleurs, et des Jeux Olympiques. Donc du coup, c'est en haut de la liste des priorités des autorités, des pouvoirs publics et des forces de sécurité à l'heure actuelle que ça se passe bien et qu'il y ait moins de victimes, moins d'agressions. Donc oui, ils y font attention, il y a du boulot. Les vidéos, il va falloir améliorer les caméras et rappeler les victimes. Donc il s'est engagé quelques petites choses, maintenant j'attends de voir. Enfin, quand on voit la finale de la Ligue des Champions et ces derniers jours en France, on a quelques doutes que ça se passe bien, mais c'est que mon point de vue. Vous y décrivez que l'immense majorité des victimes est française. Oui, ce qui est assez logique vu qu'on est en France, mais en même temps, dans les transports en commun, je m'attendais à avoir plus de touristes, pour être sincère. Oui. Voilà, mais donc oui, la grande majorité des victimes sont françaises, et comme ce sont des femmes, elles sont françaises à double titre. Oui, et il y avait des statistiques qui avaient été données que par contre les agresseurs étaient très fortement d'origine étrangère. Oui, moi je me suis moins intéressé aux agresseurs dans le livre, mais c'est Gérald Darmanin, je crois, qui avait sorti il y a un peu plus d'1 an, pour la première fois en France, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas généralement, des statistiques qui donnaient l'origine des personnes. Absolument. Et effectivement, il y avait une forte majorité de personnes d'origine étrangère dans les agresseurs, et on en est resté là tout simplement. Mais c'est vrai que rien que la question entre guillemets des mineurs isolés pose un vrai souci,
à toutes les municipalités, à tous les services de transport et aux services sociaux, parce que c'est ingérable. Vous parlez de votre visite chez le médecin expert judiciaire, c'est kafkaïen, parce que le premier veut pas de vous, le deuxième veut pas de vous, et vous tombez sur un ancien médecin militaire qui, lui, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Oui, effectivement, lui, il fait son travail, parce que c'est un médecin militaire, et c'est le troisième qui m'a accepté. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, quand on est victime, on doit passer une expertise judiciaire qui doit mesurer à quel point on est en bon ou mauvais état au bout d'un certain nombre d'années. Mais alors, trouver un expert, c'est la croix à la bannière. Hein. Mais c'est paradoxal, parce que sur leur carte de visite et leur jolie plaque sur leurs hôtels particuliers, c'est marqué expert auprès de la cour, mais quand vous voulez les contacter, ils refusent des cas parce qu'ils en ont déjà 200 en attente, d'une part, donc ils vous disent je peux pas, j'en ai trop, et après ils vous disent je peux pas parce qu'en plus la justice me paye peu et tard. Donc si on ne veut pas faire ça, faut pas se dire expert, d'une part. D'autre part, ça serait bien si la justice payait mieux et plus vite les médecins auxquels elle fait appel. Vous avez fait de l'humour sur les barbecues, je vais vous en faire un peu. Il y a 3 types de clients, ceux qui payent à vue, ceux qui payent à longue vue et ceux qui payent à perte de vue, et l'État fait partie de la 3e catégorie. Les affaires élucidées, c'est lilliputien quand on lit votre livre. Oui. Franchement, ce type d'affaires où il y a, entre guillemets, pas mort d'homme, je pense qu'il doit y avoir quelques pourcentages de résolution réelle des affaires. C'est épiphénoménal. C'est assez sidérant. Vous parlez de cette montée de la violence et vous parlez de la légitime défense. Est-ce que pour vous, la légitime défense, les gens vont y venir, c'est-à-dire s'acheter un taser, une bombe à poivre, etc., peu importe que ce soit légal ou pas, parce qu'au moins, autant avoir de quoi se défendre vu le nombre d'agressions qu'il y a. Est-ce que pour vous, on parlait d'américanisation de la société, on va en arriver là? Moi, évidemment, je suis en subjectif parce que c'est mon ressenti et ce que j'ai entendu par toutes les personnes qui ont discuté avec moi, mais oui, évidemment, et simplement les gens s'en vantent pas. Mais autour de moi, des gens qui ont discuté avec moi, notamment des femmes, mais pas seulement, m'ont confirmé que de plus en plus souvent, ils avaient un truc pour faire une alarme puissante, une bombe à poivre, un spray, voire un taser. Oui, on se dirige vers ça. Et l'étape suivante, si les coupables continuent d'être en liberté, ça sera que les gens se feront justice eux-mêmes. On a déjà quelques cas dans les faits divers qui sont arrivés où les gens, à force d'en avoir marre, décident de le faire eux-mêmes. Et là, ça devient le Far West dans ce cas-là. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça vire au Far West un de ces jours? Parce que quand on voit les émeutes, quand on voit les boutiques pillées, les gens qui ont eu leur entreprise qui a intégralement brûlé. Moi, on me racontait une entreprise de poids lourds qui a été brûlée dans l'Est de la France pas plus tard qu'hier. C'est complètement dingue. Des gens ont tout perdu. Est-ce qu'un de ces quatre, il n'y en a pas un qui va se défendre pour de bon, comme l'État n'est pas capable d'assurer sa protection? On va avoir la réponse dans 3 jours, puisque au-delà des rodomontades, je voyais passer un mail de monsieur Lisnard, qui est le président de la maire de France, si je ne me trompe pas, qui disait que des consignes avaient été données pour que toutes les forces de l'ordre n'interviennent pas, ou le moins possible, le 14 juillet au soir. Donc évidemment, en termes de symbole d'autorité, c'est magnifique de dire aux policiers, n'y allez surtout pas, on ne veut pas de problème. Il y a une chose qui vous énerve beaucoup, c'est quand Clément Beaune ou Gérald Darmanin fanfaronnent. Vous en parlez dans votre livre. Bon, Gérald Darmanin fanfaronne un petit peu moins ces temps-ci, j'avoue. Il faut dire que vu les circonstances, ce sera peut-être pas bienvenu. Oui, déjà, mais après, les statistiques qu'il avait sur certains points de sécurité n'étaient pas mauvaises. Je dois reconnaître, quand il y a des bons points, il faut les donner aussi. Là où ils ont augmenté les patrouilles, l'insécurité a baissé. Ça, c'est vrai. Simplement, il faudrait faire ça de façon générale et on n'a pas assez de forces de l'ordre. Et à côté de ça, en plus, les forces de l'ordre passent leur temps à arrêter les mêmes. Oui. Donc, ça serait bien de pouvoir s'occuper des nouveaux, éventuellement, ou d'empêcher qu'il y en ait, plutôt que d'arrêter 20 fois les mêmes, qui sont viennent les habitués, qui ont peut-être une carte de fidélité à la longue, mais gendarmes à la campagne ou policiers en ville, ils en ont marre, excusez-moi, de arrêter les mêmes tout le temps. Ils les arrêtent, ils ressortent, ils font pas de ferme, et pendant ce temps-là, on peut pas s'occuper du reste. Il faudrait changer la justice des mineurs, parce que là, il y a quand même un gros trou dans la raquette. Oui, et puis peut-être avoir des places de prison, des municipalités qui acceptent d'avoir des prisons et des hôpitaux psychiatriques avec de la place aussi. C'est un ensemble, hein, mais effectivement, j'ai l'impression que ça va mal tourner. Ça a déjà mal tourné ces jours-ci, on l'a bien vu avec ces émeutes. Excusez-moi, mais j'ai encore l'exemple en tête d'un jeune garçon qui a été tué à Toulouse en allant aider une jeune fille parce que justement, elle avait laissé les affaires dans une voiture vandalisée. Il y va, il va chercher les affaires. Il s'est fait bastonner à mort. Ça aurait été son anniversaire aujourd'hui, je crois. Tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas eu des émeutes pour lui, ce garçon de 24 ans qui a été tué juste parce qu'il a rendu service à une jeune fille à Toulouse. C'est dans la dépêche ce matin, si je ne me trompe pas. Je vais regarder ça. C'est sidérant. Mais ça va mal finir. Je crois que c'est un livre de François Fillon qui disait ça. Ce serait pas bien de faire un ministère des victimes, comme il y a des ministères un peu pour tout? Je pense qu'un secrétariat d'État victime, au moins, ça serait pas mal, effectivement, pour à la fois les éviter en amont et s'en occuper en aval. Judicaël Hirel, un livre passionnant, Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression, publié au Cherche Midi. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. Avec plaisir. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et notre invité du jour, Judicaël Hirel, pour son livre Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression, publié au Cherche Midi. Ça réagit au 0826 300 300.
Direction Montpellier, bonjour, je suis pas dans les vraies voies, Philippe. Bonjour Philippe David, bonjour Judicaël Irel. Eh ben, ça réagit tout simplement parce que je trouve que ce que vous avez fait, c'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si je ferai 3% de ce que vous avez fait. Vous êtes hyper positif quand vous racontez tout ça. Enfin, hyper positif. En tout cas, j'ai pas senti d'agressivité dans tout ce que vous avez dit. Et rien que pour ça, je voulais appeler, vous dire bravo. Et j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que la personne que vous avez défendue a pris des nouvelles de vous? Ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est est-ce que toute cette méchanceté, toute cette guerre qui existe aujourd'hui au quotidien n'est pas voulue, désirée par certaines personnes ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, on va faire réagir Judicaël Irel, restez avec nous. C'est à la fin du livre. Racontez-nous les rapports que vous avez entretenus avec cette jeune fille. Elle est très jeune, elle a 25 ans au moment de l'agression. Elle avait 25 ans, oui, pardon. Elle a pris quelques années comme nous tous. Oui, c'est clair. On s'est revus au bout de quelques années parce que le Covid est passé par là, donc on a mis un petit peu de temps à se recroiser, mais ça me paraissait important de la revoir pour savoir comment elle avait vécu elle, parce qu'elle m'avait quand même vu, soyons clairs, me faire démonter la tête par celui qui l'avait agressé quelques minutes avant. Et le côté plus désagréable, c'est elle qui l'a vécu, je trouve. Donc on s'est revus, ça s'est très bien passé. On a rediscuté de tout ça, on a échangé un peu nos souvenirs, et elle m'a appris 2 choses. La première, c'est que quand j'étais emmené à l'hôpital, elle avait voulu venir avec moi dans l'ambulance et qu'on lui avait interdit parce qu'elle n'était pas une proche. Et du coup, là, on lui avait aussi interdit de me donner ses coordonnées, ce qui est dommage parce que sinon on serait resté en contact plus rapidement et j'aurais pu justement être sûr qu'elle avait bien vécu tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire après. Excusez-moi. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à vous retrouver parce que vous connaissiez pas son nom, son prénom. En fait, elle a témoigné. Elle a témoigné par rapport à mon dossier, donc son nom était dans mon dossier pénal. Et du coup, j'ai simplement fait comme tout le monde. J'ai cherché sur Facebook si ce nom correspondait à quelqu'un. Et j'ai mis à peu près 3 minutes à la trouver. Donc je lui ai envoyé un message. Elle n'était pas sous pseudo. Voilà. Donc je lui ai envoyé un message. Et lui a la gentillesse de me répondre au bout d'un petit moment, et puis on s'est revus, on a déjeuné ensemble tout simplement. Et c'est là que j'ai appris, c'est comme ça que je finis l'ouvrage d'ailleurs, c'est que quand j'étais KO au sol, qu'on me bourrait la tête de coups de pied, elle s'est couchée sur mon visage, elle a pris des coups de pied dans le dos, et qui sinon auraient été dans ma tête, et je serais pas là pour en parler, puisque je suis passé à quelques coups de pied du cimetière. Donc elle ne se rend pas compte, elle ne s'était pas rendue compte qu'en fait elle m'avait sauvé la vie. Moi j'étais intervenu quelques minutes plus tôt pour empêcher que son agression s'aggrave, mais finalement à mes yeux la vraie héroïne c'est elle. Elle était courageuse en se faisant agresser, elle est courageuse tous les jours. Là, elle m'a aidé, et depuis en plus, elle a aidé une autre jeune femme qui se faisait agresser à Paris. Oui, vous racontez d'ailleurs qu'une femme se fait agresser et elle va voir le type, elle lui dit j'ai appelé les flics, tire-toi et arrête de l'emmerder en faisant la bise à la fille. C'est complètement fou. C'est formidable. Moi, je suis admiratif de ce genre de choses. Mais vous racontez la police non plus, vous n'avez pas donné ses coordonnées. Il a fallu coup de chance que vous lisiez les choses, alors qu'elle a voulu prendre de vos nouvelles, on a refusé de lui en donner. Oui, ça m'a surpris, mais effectivement, c'est que les proches. Il n'y a que les proches qui peuvent accompagner les victimes à l'hôpital ou prendre des nouvelles. Donc je suppose que c'est la loi, malheureusement. Parfois, on pourrait peut-être faire un tout petit écart quand c'est du bon sentiment, tout simplement. Et pour répondre à la deuxième question de Philippe, qui dit on a l'impression qu'il y a quand même un laisser-faire. On en parlait pendant la pause. Quand on voit qu'en France, par exemple, une victime n'a pas le droit de faire appel d'un verdict de procès aux assises, par exemple, mais que le coupable a le droit, est-ce que ça pose pas problème? Vous disiez que vous seriez pour un secrétariat d'État aux victimes. Est-ce que ça pose pas quand même un problème que la justice française, il y a un 2 poids 2 mesures qui penche systématiquement du côté des coupables et jamais des victimes? Oui, mais c'est aussi parce que, encore une fois, les victimes, c'est pas sexy, alors que les coupables, c'est passionnant. D'ailleurs, on le voit avec l'ensemble des journaux ou des émissions de radio qui sont consacrées à des coupables, des tueurs en série, ou des tueurs en série qui reçoivent des lettres d'amour et des demandes en mariage. Qui ont des séries Netflix sur leur carrière de meurtrier. On va jamais faire ça sur une victime. Donc finalement, le coupable est toujours plus intéressant que la victime. C'est un petit peu, on se fait un petit peu peur. La victime, c'est pas drôle. Excusez-moi d'être victime. On se plaint, on a mal, on va demander des sous, on va rappeler que ça s'est mal passé, que ça aurait pas dû arriver. Et moi, c'est une chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai écrit ce livre, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait très très peu aussi de victimes à témoigner de leur parcours de victime. Oui. Et c'est dommage parce que finalement, c'est intéressant pour savoir ce qui cloche. Cette jeune femme, vous la revoyez encore depuis? On s'est pas revu récemment, non. Pas revu récemment. Il y a quand même une question qui se pose. Vous avez été indemnisé parce que vous êtes victime, mais là, comme on n'a jamais arrêté le coupable, puisqu'on l'a quand même pas beaucoup recherché, est-ce que vous avez reçu une indemnisation, ce qu'on appelle le Precium Doloris? Voilà, on a un système français qui fonctionne assez bien là-dessus, avec une commission d'indemnisation des victimes, ça s'appelle la CIVI, et une fois que vous êtes passé devant un expert qui l'a jugé de votre état de santé, vous passez devant un tribunal, le tribunal de Paris en l'occurrence me concernant, et là, ils vont décider d'une somme d'argent qui va correspondre à votre préjudice.
police. Donc en l'occurrence, quelques milliers d'euros, mais c'était pas le but, mais c'est toujours utile. Merci beaucoup Philippe de Montpellier. On va à l'autre bout du sud, direction Bordeaux. Bonjour Marc. Bonjour. Nous vous écoutons, Judy Kaelirel vous écoute. Déjà, je vous remercie de votre témoignage et de votre témoignage. Vous n'avez pas fait exprès, mais de votre courage et de votre intervention. Voilà. Merci. Ensuite, moi, je voulais juste parler d'un fait. Alors, qui aujourd'hui, j'ai pris du recul, mais ça me pose encore question. Il y a quelques années, je me suis fait gravement menacer par mon ancien voisin pour tout simplement parce qu'il faisait une crise de manque toxicomanique, un toxicomane. Voilà. Et malheureusement, ma porte d'appartement donnait dans la rue. Et à 6h du matin, je devais partir bosser. Et là, il tapait sur la porte. Voilà. J'ai appelé la police qui m'a dit, tant qu'il vous a pas blessé, on peut rien faire. Merci monsieur, au revoir. C'est hallucinant. Et c'est pas... Écoutez, j'en ai reparlé vite fait, je crois, avec des agents de police il y a quelques années. Et en plus, ça date pas d'hier, hein. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, honnêtement, je leur ai d'ailleurs dit au téléphone, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me fasse tabasser pour que vous veniez? Donc j'étais très en colère, peur de surcroît. Très honnêtement, j'allais pas sortir pour me faire tabasser. Surtout qu'à l'époque je bossais à l'hôpital. Oui, j'aurais été aux urgences directement, ça aurait été sympa. Voilà. Mais je vous avoue que ce genre de réponse, ça pose question. Ah on va faire réagir Judy Kaelirel. C'est hallucinant le témoignage de Marc de Bordeaux et ça date pas d'aujourd'hui. Oui, ça m'étonne pas. Faites-vous tabasser, à la rigueur, même s'il a une arme, il vous tue, là on pourra intervenir. Mais en attendant, on peut rien faire. On est chez les dingues, non? Oui, on prend le problème à l'envers. On attend que ça soit grave pour intervenir. Là où, en l'occurrence, il aurait fallu des policiers de proximité pour venir et pour dire au type vous arrêtez tout de suite, ou pour l'embarquer simplement parce que son état de manque faisait qu'il aurait dû être hospitalisé. Mais ça devrait répondre ça, gens. Faites-vous casser la tête et on en reparle. C'est un peu ça. Si c'est grave, c'est intéressant. Si c'est pas grave, on n'a pas que ça à faire, on a déjà beaucoup de dossiers. Et c'est pas faux. Ils ont beaucoup de dossiers et d'ailleurs on les classe par paquet de sang. Oui. Les policiers, ils sont désabusés, ceux que vous avez rencontrés? J'ai rencontré des policiers qui étaient plutôt sympas parce que dans mon cas personnel, j'étais agressé pour avoir défendu une femme, donc tout le monde a été super sympa. Mais en parlant en off, effectivement, ils croulent sous les affaires, ils sont pas assez nombreux, on leur prend la tête en permanence et puis ils sont mal perçus et mal traités finalement, notamment dans les médias. Il y a toujours eu les coupables, les policiers, les gendarmes, alors que défendre aujourd'hui, c'est quand même un gros boulot. Mais là, ce que dit ce monsieur, c'est vraiment lamentable. Ça ne devrait pas arriver. C'est hallucinant. Tant qu'il n'est pas rentré chez vous, qu'il vous a pas tapé. Et vous en avez parlé à des amis, si vous avez des amis dans la police, etc., Marc? Ah, on a perdu Marc. Oui, Marc, on vous entend. On vous écoute. Oui, non, j'ai pas d'amis dans la police. J'en ai parlé quelques années après à un policier qui m'a dit malheureusement ça devait être un manque d'effectifs parce que moi c'était la gendarmerie de proximité qui était à 1 kilomètre de là où j'habitais. Ah oui. Donc, mais il était 6h du matin. Oui. Et en gros, moi, ce que j'ai pensé, c'est en gros, ils ont d'autres affaires plus importantes, ils n'ont pas le temps de venir. Mais par contre, très honnêtement, je ne juge pas les policiers, je juge personne. La seule chose que je constate, et ça va de mal en pis, quand on sait que des commissariats ferment, quand on sait que des voitures de fonction ne sont pas remplacées, quand on sait que des hôpitaux, des urgences ferment, mais franchement, et on dit qu'on veut améliorer les choses. Non, mais ça me fait doucement rire. Et après, on est surpris, on fait des esclandres parce qu'il y a des gens, on n'a pas les moyens de... Non, mais ça fait des années que ça court. Franchement, voilà, il faut en arriver malheureusement à des morts ou à des gens gravement atteints pour que... On les prenne en compte. Voilà, pour que ces gens... J'ai rien contre eux, ils ont sûrement des... je parle des grands gouvernants. Ils ont sûrement des budgets plus importants à gérer, genre le pétrole et le gaz. C'est une autre histoire. Mais quand même, service public, très honnêtement, même dans ma commune aujourd'hui, j'en parlais avec les policiers, mais c'est grave. C'est grave. J'habite pas loin de Bordeaux. Oui. La nuit, il y a un service de gendarmerie pour gérer 3 communes. Oui. Et en plus, les communes sont grandes en général. Comment voulez-vous qu'il soit optimal partout? Ils peuvent pas, les mecs. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Merci beaucoup, Marc. Dernière question. C'est votre psychanalyse?
Non, parce que je suis beaucoup trop têtu pour être sensible à quelque forme de psychanalyse que ce soit. Je suis même allergique au concept de psychanalyse, j'avoue. Mais c'est votre deuxième vie ? C'est ma deuxième vie et je la savoure tous les matins en me disant chaque jour est une chance et ça c'est quand même pas mal. Et c'est dommage d'en arriver là pour apprécier plus le quotidien, mais c'est un petit peu une conséquence. Merci beaucoup Judicaël Hirel, auteur de cet excellent livre Concorde rouge, dans la peau d'une victime d'agression, publié aux éditions du Cherche Midi, un livre que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Merci à vous, vous êtes bien sur Sud Radio, 13h56. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye, on se retrouve demain à 12h30. Sud Radio. Parlons